Bonjour à tous, je m'appelle Anne Guillou et je suis absolument ravie de vous accueillir sur ce podcast que j'ai baptisé Les Merveilleuses. Alors Les Merveilleuses, c'est quoi ? Eh bien c'est une conversation où j'invite des femmes entrepreneurs à partager leur histoire et leur expérience. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en avant ces parcours de femmes, ces projets de cœur, avec bien sûr leurs réussites, mais aussi leurs difficultés, afin de montrer qu'avec de la passion, du courage et de la détermination, tout est possible. J'espère sincèrement que ces histoires de vie vous inspireront, vous encourageront vous aussi à croire en vos idées et à mener à bien vos projets. Et à présent, place à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Merveilleuses. Aujourd'hui, je reçois Valérie de Mars qui est la créatrice de la marque de parfums naturels Aimé de Mars. Valérie avait la vocation de devenir parfumeur depuis toute petite, donc déjà à l'âge de 12 ans. Donc elle a d'abord eu un parcours professionnel dans la cosmétique conventionnelle. Et donc, il y a 6 ans, elle s'est lancée et aujourd'hui, elle a réalisé son rêve d'enfant et vit donc de sa passion, qui est la parfumerie. Donc, Valérie nous parle bien sûr de son parcours, de sa vie de maman entrepreneur, puisqu'elle a 2 filles qui sont adolescentes. Elle nous raconte ses difficultés, ses réussites et avec beaucoup de bon sens, de simplicité, d'inspiration. Voilà, une conversation que j'ai beaucoup aimé avoir. J'ai appris plein de choses avec Valérie. Donc je vous laisse en sa compagnie et je vous souhaite à toutes et tous une très belle écoute. Bonjour Valérie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Anne. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, bonjour Anne. Donc, je suis Valérie de Mars, j'ai 48 ans, j'ai 2 jeunes filles adolescentes et j'ai le bonheur de réaliser mon rêve d'enfant et ma passion qui tourne autour des parfums et des cosmétiques naturels. Donc, j'ai créé Aimé de Mars, la marque de parfums naturels et holistiques, il y a maintenant 6 ans. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire justement un peu plus sur ton histoire avec le parfum? Comment tu en es arrivé là? Alors, effectivement, moi, quand j'avais 12 ans, j'ai eu une vocation on va dire dans le rêve, dans le jardin de ma grand-mère. C'est mon rêve d'enfant. Cette vocation, c'était de devenir parfumeur. En fait, le parfum tout ce sens est très important et le parfum et surtout le lien aux plantes et à la nature est primordial. Pour moi, c'est ma grand-mère aimée, d'où le nom de la marque. Vous comprenez l'héritage que j'ai reçu et que je retransmets à travers son nom dans la marque. En fait, dans son jardin, elle m'a transmis 2 très belles choses. La première chose, c'était son amour inconditionnel. J'ai passé beaucoup de temps avec elle quand j'étais petite. Et puis aussi le caractère sacré de la nature. Elle avait un lien très particulier à la nature. Elle se soignait avec les plantes. Elle était guérisseuse, en fait. Elle l'a jamais dit, mais maintenant je l'ai compris avec le temps. Et ces 2 cadeaux-là, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui m'a donné envie de devenir parfumeur. Et donc, parfumeur, mais en fait, tu fais de la parfumerie naturelle. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est le parfum naturel ? Oui, les aromas parfums, comme je les appelle, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le parfum classique est constitué, on va dire, à 90% de matières d'origine pétrochimique. Et on le sait pas toujours parce que souvent les marques mettent en avant des belles photos de plantes ou de fleurs. Et malgré tout, la composition principale, ce sont des molécules d'origine pétrochimique synthétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre le message des plantes, la vibration des plantes à travers les parfums. Donc, ce sont des parfums, bien sûr, qui sentent bon, qui sont d'origine naturelle, de 98 à 100% d'origine naturelle, donc au plus près du 100%.
et surtout qui ont une action sur notre bien-être, sur notre corps émotionnel, grâce à l'association des huiles essentielles et de l'eau de source aussi. En fait, ces matières ont un auto-vibratoire qui vont répondre avec notre propre énergie vitale et agir sur nos centres énergétiques, nos différents chakras, pour libérer les éventuels blocages. Alors, on n'a pas toujours des blocages, hein, bien sûr, mais pour travailler au niveau subtil, au niveau de l'énergie, et laisser venir des émotions. Et l'objectif, bien sûr, c'est de se sentir bien et de se sentir mieux. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai relevée sur ton site qui dit le parfum, c'est une seconde peau qui s'exprime dans votre sillage, c'est votre essence. Donc, j'ai trouvé très joli. Ça traduit effectivement ce que tu viens de nous expliquer. Hein. Quand tu parles d'aroma parfumerie, c'est quelque chose que tu as créé, toi. Donc, c'est cette combinaison entre les huiles essentielles et le parfum, c'est ça? En fait, l'aromaparfumerie, c'est dans le mot, on reconnaît bien sûr l'aromathérapie, donc l'action des huiles essentielles. Alors là, c'est par la voie olfactive et pas par la voie cutanée. Mais c'est un petit peu les deux, mais principalement, on va dire, par la voie olfactive. Et puis, la belle parfumerie naturelle d'antan. Oui, donc c'est le lien, c'est l'alliance du pouvoir des plantes et des huiles essentielles pour un parfum. Et encore une fois, ce qui m'importe, c'est l'action des huiles essentielles sur notre corps subtil. Et en olfactothérapie, c'est vrai qu'on connaît bien le terme aromathérapie avec l'utilisation des huiles essentielles en cutanée, notamment avec la lavande ou avec les licris quand on se donne un coup, ou d'autres huiles, l'eucalyptus quand on a des petits problèmes de toux, etc. On connaît un peu moins la voie de l'olfactothérapie, qui est le principe de quand on va sentir une huile essentielle. En fait, il y a une action dans notre corps et au niveau des neurotransmetteurs qui vont être synthétisés dans notre corps. Aujourd'hui, on le sait, qui sont des neurotransmetteurs du bien-être, parce que les huiles essentielles, par la voie olfactive, va déclencher la synthèse de ces neurotransmetteurs et donc va déclencher une action dans notre corps spécifique. Et voilà pourquoi je parle d'aroma parfumerie. Donc j'ai effectivement déposé un brevet sur ça et le nom est aussi à nous. Et donc, c'est toi qui crées ces parfums toi-même, hein, c'est toi Oui. qui crée les combinaisons, les formules, hein. Oui, c'est la spécificité de la maison. C'est pas toujours le cas que la fondatrice soit aussi le parfumeur. J'ai cette chance, mais c'est ma passion, donc c'est normal. Donc en fait, je vais créer un parfum comme assez traditionnellement, hein, avec les notes de fond, les notes de cœur, les notes de tête. Je l'ai dit à l'envers, mais vous savez bien qu'on va d'abord sentir les notes de tête qui sont plutôt tout ce qui est agrumes, citrus, tous les citrons, bergamote, orange. Puis après, donc c'est ce qu'on va sentir tout de suite tout de suite jusqu'à 2 minutes. Après, arrivent les notes de cœur, donc c'est ce qu'on sent en second temps et qui va durer plus longtemps. Donc là, ce sont surtout les fleurs qu'on assemble en cœur. Et puis les notes de fond, ça va être tout ce qui est bois ou alors les résines également, comme la myrrhe, l'encens. Et là, ce sont des notes moins volatiles qui vont tenir dans le temps et qui vont faire que quand on se ressent dans la journée, on va sentir ces notes-là qui sont plus lourdes. Donc en fait, moi, quand j'assemble bien sûr pour que ce soit harmonieux au niveau olfactif entre tête, cœur, fond, mais j'assemble aussi sur le plan énergétique et vibratoire pour qu'on ait quelque chose qui un peu comme du premier chakra au 7e chakra. Donc on harmonise et on libère et on laisse circuler. Ça permet de laisser circuler nos énergies
pour nous sentir bien. Voilà, parce que les huiles essentielles, elles vont agir en fonction de leur personnalité, de leurs caractéristiques sur différents de nos centres énergétiques. D'accord. Eh bien, nous en saurons déjà un peu plus sur l'art de la parfumerie et en tout cas, comment toi tu abordes les choses. C'est très inspirant. Comment est-ce que tu décrirais ta mission aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? Alors en fait, ma mission, pour moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de créer des parfums, des cosmétiques naturels, vibratoires, énergétiques, qui par leur action vont accompagner les personnes sur leur chemin vers eux-mêmes. Parce qu'en permettant la libération des émotions, c'est par la transmission et le message des plantes, on va libérer les choses qui sont soit du domaine du passé, soit des blessures, soit des blocages qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et les plantes, elles ont cette capacité, et c'est toute ma mission d'assembler et de proposer soit des parfums, soit des cosmétiques, et aussi des rituels, parce que pour moi c'est important d'intégrer mes pratiques et de partager mes pratiques. Je crois que c'est surtout ça qui m'anime, c'est partager ce que j'ai trouvé par l'expérience, le temps, mais les difficultés que j'ai eues aussi, que j'ai réussi à surmonter, et notamment la pratique de méditation ou de yoga qui m'est chère, parce que moi je pratique le yoga tous les jours, en fait, le yoga Kundalini, tous les matins, et ça c'est une vraie aide pour moi. Et donc, notamment, par exemple, c'est comme ça que j'ai créé la bougie de méditation Sadhana avec ma professeure de Catherine Sora Pavard. Nous avons co-créé cette bougie qui s'appelle Sadhana. La Sadhana, c'est une pratique pour aller se transformer, voilà, un sens de transformation, d'évolution. Et cette bougie qui est à base d'huile essentielle de Palo Santo, d'encens, également de sauge, elle va nous aider à la méditation et nous connecter vraiment à qui on est au fond de nous-mêmes. Voilà, donc une petite explication sur ce qui m'anime, mais je pourrais en parler pendant des heures. Oui, on sent la passion, tout à fait. Alors, avant d'en arriver là, tu as eu un parcours je pense, dans les cosmétiques, on va dire plus traditionnels. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu le début de ta carrière et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je me reconnecte avec ma passion d'enfant? Alors effectivement, j'ai fait comme l'école l'ISIPCA, qui est l'école de cosmétique et de parfum à Versailles, et puis après, classiquement, j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans dans des belles maisons de cosmétiques et parfums conventionnels, qui étaient Payot et Givenchy, qui m'ont beaucoup appris, et ça c'était vraiment une grande chance. Et après, pendant 13 ans, j'ai bifurqué dans un autre monde. Il s'agissait du groupe Léa Nature, où là, j'étais patronne de la recherche et développement, enfin de la mise au point globale produits cosmétiques. Et là, c'était aussi une expérience formidable. Donc déjà, c'était un premier chemin vers un retour aux sources quelque part, avec plus de naturalité, bien sûr, des valeurs de respect, de partage, de la terre, de l'écologie également. Donc ça, c'était une très belle expérience. Et en fait, pour répondre à ta question, qui est qu'est-ce qui m'a remis sur mon chemin et mon rêve d'enfant, eh bien, c'est une difficulté de santé qui m'a remis sur mon chemin. Comme souvent, quand on dit le mot crise en grec, c'est à la fois une difficulté et une opportunité. Et pour moi, cet ennui de santé qui a été assez difficile, parce que j'ai été hospitalisée 15 jours, c'était un moment très dur. Enfin, je ne savais pas exactement ce que j'allais devenir. Ça m'a permis de me reposer les questions de est-ce que je suis vraiment exactement à l'endroit
où je souhaite être? Est-ce que je réalise vraiment ma mission? Et la réponse était non, pas tout à fait en fait. J'ai compris que, bien sûr, j'étais dans mon domaine, mais j'étais pas à la création, à l'essence même, et je pouvais pas exprimer complètement qui j'étais. Et c'est là que je me suis rappelé mon rêve d'enfant, et c'est là que j'ai décidé de créer Aimée de Mars. Le patron de la nature à l'époque a été super. Il a compris. Il m'a dit mais peut-être tu peux faire les deux pendant une phase de transition. Ce que j'ai fait pendant 5 ans. Et c'était bien. Pour moi, c'était le temps nécessaire pour prendre confiance aussi, parce que quand c'est un chemin, hein, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un vrai chemin de développement personnel. Oui. Il s'agit de, hein, n'est-ce pas, Anne, hein, tu confirmes? Oui. Il s'agit de se lâcher ses peurs, d'aller vers la confiance, la légitimité. Au début, on est nombreux à se poser des questions de mais suis-je légitime? Voilà. Donc, mais c'est tout ce chemin qui est merveilleux, qui m'apprend beaucoup et que je continue de travailler chaque jour, hein, parce que en fait, rien n'est acquis en fait. C'est ça qui est formidable quelque part. Donc voilà, et donc j'ai créé Aimée de Mars. D'abord, j'ai fait mes premières compositions voilà, à la maison. J'ai recréé un laboratoire à la maison. Et puis petit à petit, le laboratoire s'est transformé dans un vrai laboratoire et un vrai bureau, etc. Voilà l'histoire. Ouais. Donc, tu as fait ça pendant 5 ans. Donc, ben voilà, j'imagine qu'au niveau organisation, c'est quand même un challenge. Il y a effectivement beaucoup de personnes et beaucoup de femmes qui commencent leur projet tout en gardant leur job quand elles sont salariées, leur job en parallèle pour gérer les risques. Hein, comme tu dis, c'est une aventure humaine, donc on doit grandir dans ce nouveau rôle. Hein, donc c'est aussi se laisser le temps de grandir. Comment est-ce que tu as réussi à gérer les deux en parallèle, en fait, entre ta vie professionnelle, ton aventure donc d'entrepreneur que tu démarrais, puis aussi ta vie de famille, puisque tu avais déjà tes 2 filles, je pense. Oui, tout à fait. Et pour tout te dire, ça n'a pas été évident de tout bien gérer. Bon, effectivement, c'était une organisation, hein, de bien séparer les deux activités. Souvent, pendant ces premières années, j'ai beaucoup culpabilisé. Ça, c'est pareil, ça faisait partie du chemin de libération, se libérer de la culpabilité. Suis-je une bonne maman? Est-ce que je donne assez de temps à mes filles? Oui, ça c'est un sujet récurrent chez les mamans entrepreneurs, effectivement. Voilà. Et notre entretien avec toi, Anne, a été l'occasion de poser la question à ma fille aînée. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit, mais maman, mais arrête de culpabiliser, c'est n'importe quoi. Moi, je suis très contente. Tu nous as donné beaucoup d'autonomie, de responsabilité. Tu nous fais confiance. C'est très bien. Moi, ça me va parfaitement. Voilà. Ah, c'est génial. Message à toutes les mamans qui culpabilisent. Oui, je crois que effectivement, évidemment, toutes les mamans ont fait de notre mieux, mais il faut pas oublier ça. Continuer de faire de son mieux, continuer de discuter avec ses enfants, mais arrêter de culpabiliser parce que quelque part, certainement, le fait on leur consacre moins de temps, mais quand on leur consacre du temps, il est de qualité. Enfin, il est peut-être encore plus de qualité, je sais pas. Mais les enfants, forcément, vont chercher des ressources de développement et aussi d'autonomie, d'apprentissage qui sont bons pour eux parce que quelque part, effectivement, elles sont. J'ai 2 filles qui sont indépendantes, responsables. Finalement, et c'est bien. On fait pas nos enfants pour les Ouais, garder pour nous. Voilà. exactement. Donc voilà. Mais bon, ça a été long, hein. Ouais. A été facile de lâcher cette culpabilité. Non, non, c'est sûr. Et c'est vrai que le point de justement communiquer, en discuter avec ses enfants, c'est une des clés hein, pour clarifier le sujet, pour en parler, pour faire comprendre aussi quels sont les challenges, quelles sont les questions qui se posent au quotidien. Et
je dois dire personnellement, j'ai eu aussi un cadeau de ma fille qui dans qui a fait un travail dans le cadre de ses études, un travail d'auto-évaluation et un peu d'introspection sur son projet professionnel. Et justement, elle citait sa maman en disant, ben voilà, je m'inspire aussi de ce que ma maman fait, du fait qu'elle ait le courage de se lancer, qu'elle soit persévérante. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une richesse effectivement de vis-à-vis de ses enfants, d'oser lancer son projet et d'être déterminé, courageux et persévérant. C'est un bel exemple de vie. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais. Oui, je voulais ajouter une petite anecdote. Je l'avais oubliée, mais du coup, elle est remontée dans mes souvenirs. C'était au début, je crois après 3 ans, il y avait une grosse difficulté à ce moment-là dans l'entreprise. Enfin, voilà, puis j'ai partagé avec mon aîné. Je lui ai dit, ah, j'en ai marre. Voilà, j'ai eu un moment de découragement et elle m'a regardée. Elle était jeune, hein. Elle m'a dit, mais maman, mais ça va pas, non? Mais est-ce que tu crois que Coco Chanel, avant de créer Coco Chanel, quand elle a fait ses chapeaux dans son atelier, dans son garage, tout allait bien? Alors, dis donc, tu vas pas laisser tomber, hein. Ah, génial! C'était trop mignon, vraiment. C'était une belle, c'était vraiment très très gentil, puis une belle leçon de sa part qu'elle m'avait donnée là. C'est adorable. Et donc, si on discute voilà, du côté plus entrepreneur, donc tu as créé les premières formulations. Donc c'est toi qui as tout fait de A à Z au début. Est-ce que tu t'es fait aider en fait dans ce parcours? Alors, justement, c'est peut-être un conseil que j'aurais envie de transmettre. Au tout début du entrepreneuriat, je me suis pas fait assez aider. Et notamment, j'ai réussi à trouver la personne qui m'a aidée après, mais si je l'avais trouvée dès le début, ça aurait été vraiment un gain de temps pour moi. Et en l'occurrence, je parle de mon conseiller contrôle de gestion. Parce que ouais, quand on peut pas tout faire, quand on est créatif, à la R&D, plus sur la communication, plus sur le produit, la mise au point produit, on n'est pas toujours un très bon, hyper doué dans la gestion et on connaît pas, hein. Au tout début, moi j'ai appris la gestion, les choix de gestion, etc. Donc vraiment, mon conseil aujourd'hui, ce serait n'attendez pas 3 ans avant de trouver la bonne personne qui peut vous aider au niveau du contrôle de gestion, parce que l'expert comptable, il est pour moi, il constate les choses plus une fois que c'est fait, mais il a moins ce rôle, enfin en l'occurrence, il a moins ce rôle de gestion, accompagnement dans les choix stratégiques de développement ou de bilan qui sont importants, hein. Voilà. Donc oui, je me suis fait accompagner, mais pour ma part, c'était un petit peu trop tard. Voilà, je l'aurais rencontré plus tôt, ça aurait été bien. Et donc, quels ont été les plus gros challenges au démarrage dans ton entreprise? Alors, les plus gros challenges au démarrage, pour ma part, parce que ça vient de mon métier, ce n'était pas de créer des produits, parce qu'en fait, créer des produits, pour moi, c'est assez naturel et voilà, la difficulté, c'était vraiment la commercialisation. Donc, j'ai envie de dire, parce que c'est facile de faire les plus beaux produits du monde, mais les commercialiser, aller convaincre les points de vente, aller trouver le bon réseau de distribution, ça, je trouve que c'est pas évident. Donc, comment j'ai fait au début? J'ai pris ma petite mallette et je suis allée voir les premières boutiques pour leur présenter ce que j'avais fait. Voilà, donc forcément, vous imaginez que ces premiers clients-là ont dans mon esprit et dans mon cœur une place particulière parce qu'ils m'ont fait confiance au début, alors que j'étais pas connue, enfin voilà, donc puis après puis après on a grandi comme ça. C'était le tout démarrage pour ouvrir les points de vente, donc c'était une belle aventure. Ça me demandait un autre effort et de développer d'autres qualités de persuasion. Puis d'aller à la rencontre des gens. Bon, ça, moi, j'adore aller à la rencontre des gens. Donc, mais bon, c'est un vrai métier et ce n'était pas le mien. Donc, il a fallu apprendre
nos magasins, ce sont principalement les magasins bio, et puis aussi quelques instituts qui partagent nos valeurs du bio et du naturel, et des pharmacies aussi qui sont dans cette... Est-ce que tu dirais que le marché était prêt quand tu as commencé à commercialiser, ou c'était quand même une difficulté au niveau justement de l'appréciation du naturel, du bio, qui est aujourd'hui quand même fort présent dans les consciences? Est-ce que c'était le cas déjà il y a 6 ans? Oui, alors là, je vais parler plus avec ma casquette de vice-présidente de Cosmé Bio. Le marché de la cosmétique bio, vraiment produits de soins et tout, lui, il était bien prêt, puisque il y avait une vraie demande et une croissance qui montrait qu'il y avait une vraie volonté des consommateurs, hein, puisqu'en fait, le marché de la cosmétique bio, il est en croissance de 15% par an depuis 15 ans. Mais pour le parfum, c'était différent parce qu'autant les gens étaient prêts pour un soin, à ne plus mettre des perturbateurs endocriniens sur leur visage, pour le maquillage, aussi pour le capillaire. Pour le parfum, comme c'est quelque chose d'invisible, ils voient moins l'impact santé d'une part, et puis après, nos marques, nos belles marques françaises du parfum qui ont vraiment une image, une très belle image, sont très présentes, et moi il ne s'agit pas d'aller contre ces marques. Moi je propose juste une alternative naturelle à la parfumerie conventionnelle, donc c'est un public plus restreint, hein, qui est prêt à franchir le cap. Puis après, il y avait la contrainte technique, l'enjeu technique, parce qu'en naturel, au tout début, quand j'ai commencé à formuler, je n'arrivais pas, avec 100% naturel, à avoir la même tenue et le même sillage que les parfums conventionnels. Donc j'ai fait le choix d'être à 98%. Pour cette raison-là, donc j'ai gardé une fraction synthétique que je ne pouvais pas remplacer en naturel pour des raisons de coût, aussi, parce que les molécules équivalentes en naturel étaient vraiment hors de prix. J'aurais pas pu mettre des parfums à des prix corrects sur le marché. Et donc j'ai commencé à 98%, et puis là maintenant on a lancé cette année, voilà, on a retravaillé, grâce au Covid qui nous a donné plus de temps au laboratoire, on a retravaillé notre offre, une partie d'entre elles l'a passée sur 9 références en 100% naturel et certifié. Donc le marché, je dirais, il était prêt en cosmétique bio, en parfumerie naturelle, c'est encore un petit peu plus... il était moins prêt. Aujourd'hui, ça commence vraiment à se développer. Et donc, tu commercialises tes produits donc via les réseaux, enfin, tu citais les magasins bio ou les instituts qui partagent les mêmes valeurs, et je suppose via un site internet en direct. Oui, tout à fait. Ok. Et ça, vous l'avez développé dès le début ou c'est venu dans un second temps? Non, dès le début. Dès le début, alors pourquoi? Parce que pour moi, c'était très important d'avoir le contact direct avec les consommateurs. Ouais. Et le site internet permet ça. Et ce contact avec les consommateurs, enfin voilà, il est très précieux parce qu'il permet de voir si justement ils ressentent, ils voient, ils se rendent compte des actions bien-être et bienfaisantes, enfin de comment ils perçoivent les parfums ou les cosmétiques. Et ces retours sont très importants pour moi. Donc le contact avec les consommateurs, ça m'est cher. Et on va bientôt mettre en place sur le site là, quelques créneaux de rendez-vous personnalisés, justement pour échanger encore plus. D'accord. Waouh, beau programme. Et donc, dans l'entreprise aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes organisé? Combien y a-t-il de personnes qui travaillent avec toi? Alors, on est 6 avec moi aujourd'hui. Donc, j'ai une personne qui est responsable du laboratoire et qui fait tous les essais avec moi, et puis aussi de la réglementation. Ensuite, c'est mon bras droit technique. Après, il y a une personne qui s'occupe de la partie commercialisation, administration des ventes, France Export. Après, il y a Océane qui est jeune apprenti pour la communication, donc qui s'occupe des réseaux sociaux, également du site internet. Et enfin, Hugo
qui est apprenti commercial, donc sur le terrain. Et pour finir, là, on est en train de terminer le recrutement d'une personne pour nous soutenir sur l'administration des ventes et la comptabilité, parce que là, on n'arrivait plus, quoi. Mais ça, ce sera sur 2022. Ouais, donc un beau développement depuis 6 ans. Hein. Oui. Et donc, quelles sont tes perspectives sur le futur, cette année et les années qui viennent? Comment est-ce que tu envisages ton développement? Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peu présent à l'export, puisqu'en fait, ça représente que 15% de notre chiffre. Donc, moi, j'aimerais bien développer cet aspect-là. Et puis, continuer la partie du développement direct avec l'échange consommateur. Ça aussi, pour moi, c'est primordial, à la fois pour la mise au point des produits et pour les retours produits existants, donc l'amélioration continue aussi. Et voilà. Et également poursuivre les co-créations que j'ai initiées en 2021. Ça, c'est quelque chose qui vraiment me plaît beaucoup, partager les connaissances de chacun et les retransmettre à travers des produits ou rituels pour les partager aux consommateurs. Cet aspect pédagogie m'est très cher. Voilà, quand on co-crée, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. Donc, je peux donner l'exemple de la bougie. Moi, j'ai une idée et l'autre personne a une idée. Et ça, c'est amplifié dans l'action et dans le résultat, en fait. Et est-ce qu'il t'est arrivé jusque-là de co-créer avec des consommateurs certains produits? Alors oui, on a fait notre premier atelier fin d'année et c'était super sur les projets qui sont en cours de développement pour 2022. Donc c'était notre premier atelier co-création. Okay. Il y en aura un autre en mois de mars. Ouais. Quand tu fais le point de ton aventure jusque-là, de quoi es-tu la plus fière? Fière, ça c'est une question difficile, ça. De quoi je suis la plus fière? En fait, de proposer une alternative. Tu sais, il y a une expression, je sais plus comment il s'appelle, qui dit c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Clairement, et c'est le message que j'ai envie de transmettre aux autres créateurs et créatrices, il faut un grain de folie et heureusement qu'on ne sait pas au départ toutes les difficultés qu'on va traverser. Et voilà, parce que si on le savait, ça nous ferait peur et on ne le ferait pas. On le sait pas et c'est très bien parce que à chaque difficulté qu'on rencontre, on va trouver des solutions. De toute façon, voilà, et il y en a, elles prennent plus ou moins de temps, mais on va finir par trouver des solutions. Et petit à petit, ça avance. Je pense que la chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir gagné en confiance en moi. C'est d'avoir lâché mes peurs. Parce que ça, c'était pas gagné quand même, cette affaire. Et là, tu vois, c'est écouter cette petite voix intérieure que j'ai eue quand j'avais 12 ans. Parce que l'enfant qui a 12 ans, je pense, il est encore relié à son âme. Et il connaît encore sa mission et ce qu'il doit faire sur Terre. Parce que moi, je pense qu'on a tous un talent unique à exprimer et qu'on vient pour exprimer ce talent unique. Et que si chacun avait la chance, la possibilité, et c'est pas donné à tout le monde, moi j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire, d'exprimer cette passion, ce talent unique, tout le monde serait beaucoup plus heureux parce que voilà, ça éviterait les comparaisons, ça éviterait la compétition, enfin voilà, il y a de la place pour tout le monde et c'est ça qui est beau, c'est nos différences qui sont belles et riches. Donc voilà, donc la chose dans laquelle je suis la plus fière, c'est d'avoir progressivement appris à lâcher mes peurs et à aller plus vers la confiance. Tu nous as t'as vaguement abordé le point de la méditation, du yoga. Voilà, il y a évidemment au quotidien des hauts et des bas. Hein. Comment est-ce que tu fais pour te ressourcer? Quelle est ta source d'énergie favorite? J'ai 3 secrets.
Voilà, j'ai 3 secrets. Mes 3 secrets pour me ressourcer sont en premier la nature. En fait, j'ai besoin de me connecter et d'aller, tu vois, marcher et d'être connecté à la terre, marcher dans la forêt ou dans la nature quelle qu'elle soit. Ça, c'est vraiment très important. Donc j'ai la chance, là où il y a la source de Saint-Genoux qui rentre dans les parfums, de pouvoir aller régulièrement me balader dans la nature et dans la campagne. La deuxième, alors ça c'est au quotidien, c'est effectivement le yoga et la méditation que je pratique tous les jours maintenant depuis un peu plus d'1 an. J'ai toujours fait du yoga en fait, mais enfin toujours. Non, depuis 14 ans je pratique, mais je faisais que de façon épisodique, voilà, hebdomadaire. Et depuis que je le pratique tous les jours, franchement, ça a changé ma vie et je remercie encore Catherine Sorapava, parce qu'il faut trouver le yoga qui nous convient. Oui. Et en fait, il y a plusieurs sortes de yoga et il n'est pas adapté le même. Enfin voilà, et il y a vraiment celui qui nous convient, qui nous aide, pour moi, c'est le yoga Kundalini. Donc ça, c'est aussi un temps vraiment très important. Et que je sois en déplacement, que je sois n'importe où, j'ai ma demi-heure ou 3/4 d'heure le matin de pratique. Et le troisième temps, c'est des... Donc moi, je me ressource effectivement quand je vais créer au labo, donc ça c'est plutôt vraiment sympa. Mais c'est ces temps aussi de solitude ou de lecture, enfin cette introspection, voilà, de prise de recul. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de prendre de la hauteur lorsqu'il y a des difficultés dans l'entreprise, parce que forcément il y en a. Tu le sais bien là, Anne, en plus ce début d'année il n'est pas facile. Ouais. Avec le Covid, les cas contacts, les malades, les absences. Voilà. Et puis cette morosité que chacun porte, hein, parce que c'est lourd, quoi, il faut bien le dire. Donc voilà, ce sont mes secrets pour me ressourcer et surtout qui m'aident à prendre de la hauteur face aux difficultés. Oui, mais je crois que c'est important. Enfin, ce qui est important, c'est que c'est effectivement. Alors, après, chacun est différent, bien sûr, et trouve ses propres moyens de se ressourcer, mais c'est important en tout cas d'avoir, hein, enfin, d'en trouver en fait, et faire enfin, parfois c'est faire l'effort de se poser, prendre du recul et réfléchir sur, enfin relativiser aussi, hein, réfléchir sur la situation. Et alors j'ai un ami de cœur qui a 87 ans, qui est dans sa âge. Je me souviens quand c'était plus au début, maintenant ça va mieux, mais quand je l'appelais, je lui disais ah, ça va pas, donc je me mettais dans la position de victime un peu. Il me disait mais Valérie, prends 100 mètres de hauteur, regarde la situation de 100 mètres de hauteur, et tout de suite en fait, tout de suite ça va mieux. Oui. Voilà. Oui, c'est la sagesse qui parlait. C'est ça, c'est la sagesse qui parle. Ok, voilà, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour conclure? Quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé, que tu voudrais ajouter, ou un dernier conseil? Un dernier conseil, c'est suivez, ça aussi, suivez vos intuitions profondes. Parfois, on sait en fait, et puis on les écoute pas. Moi-même, cette année, j'ai encore fait l'expérience de ça. Il faut parfois plusieurs expériences pour l'intégrer et le comprendre. Et puis persévérer dans les difficultés, parce qu'effectivement, il y en aura, il y en aura toujours. Mais on arrive à passer les hauts et les bas. De toute façon, ça fait partie de la vie. Voilà, et puis rien n'est figé, en fait, tout bouge, donc justement quand c'est difficile, on sait qu'après ça va aller mieux, etc. Ouais. Là. Un message à la... Et en ce début d'année morose, je souhaite une excellente année à tout le monde, en espérant qu'on retrouve le soleil dans les cœurs, et qu'on arrive à traverser ces moments difficiles. Oui. Oui, là, oui, je te suis tout à fait. C'est vrai qu'il y a une morosité ambiante et voilà, allez, je compte bien sur le fait qu'on va vers un mieux, une nouvelle normalité probablement, hein, qui sera différente, mais qu'en tout cas on sorte de cette morosité. Merci à toi pour ce moment de partage et d'échange, voilà, et de me permettre d'expliquer
mon parcours. Alors, tu allais me poser la question de où est-ce qu'on peut trouver les parfums, c'est ça? Où est-ce qu'on peut te retrouver, oui, toi et les parfums? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver sur Instagram, sur Internet, dans quelques salons, et les parfums donc en magasin bio, donc dans des enseignes classiques, et puis aussi sur Internet, maisondemars.com. Je mettrai tout ça dans les notes, tous les liens. Très bien, je te remercie beaucoup. Valérie, je te remercie aussi beaucoup pour cet échange très, très inspirant et voilà, tout en vérité, tout en lucidité. Donc, c'était très chouette. Merci beaucoup. Super, Anne. Écoute, je te dis à bientôt. Et puis je file prendre mon train, mais c'était une belle bulle d'oxygène, une belle parenthèse d'oxygène dans ma journée en tous les cas. Merci. Alors au plaisir de rester en contact et de se revoir. Oui, merci. À bientôt, Valérie. À bientôt. Au revoir. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast. C'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.